Donc d'abord, merci pour cette invitation à venir partager nos travaux empiriques. C'est d'autant plus vraiment un plaisir que vous allez voir que les travaux que nous avons faits sur la question des modèles socio-économiques, finalement, on a beaucoup échangé quasiment depuis l'origine de ces travaux. Alors, dès qu'on parle de modèles socio-économiques, et puis plus globalement, dès qu'on parle d'un sujet, c'est toujours intéressant de savoir de quel point d'orientation et d'observation, finalement, on parle. D'abord, de rappeler que le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur les alliances innovantes au service du bien commun. Autrement dit, en 2006, lorsque j'ai eu le plaisir de créer cette association d'intérêt général, l'idée était vraiment de se dire, mais nous n'avons pas la culture en France des alliances. Est-ce que face à l'ampleur des défis économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, ça ne serait pas un des leviers pour pouvoir réellement permettre de répondre à des enjeux de bien commun? Et donc, comme cette question-là était vraiment une hypothèse de travail, nous avons choisi de pouvoir la prendre à travers une démarche de recherche. La question était, quel type de recherche? Et il y avait déjà, à l'époque, de très nombreuses recherches académiques sur le sujet, donc il ne s'agissait pas finalement de rajouter une démarche complémentaire, mais de partir d'une démarche autre, extrêmement empirique. C'est-à-dire de dire, puisque nous avions constaté qu'il y avait très très peu d'alliances vraiment stratégiques entre les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les acteurs publics, tous ensemble finalement, pour ce sujet-là, est-ce que, aux côtés des travaux académiques déjà existants, finalement, ne faut-il pas une démarche purement empirique à pouvoir mettre en place? Et c'est ce que nous avons fait en nous donnant pour objectif de traiter à partir, finalement, des organisations de terrain, de regarder quels étaient leurs enjeux, comment pouvaient-ils répondre à nos questions d'intérêt général qui nous concernent tous, et finalement, font-ils ou ne font-ils pas alliance, et qu'est-ce qu'on peut en tirer vraiment empiriquement, avec comme seul mot d'ordre de dire on prendra entre 5 et 7 ans au minimum d'observation de terrain avant de commencer à modéliser l'expérience de terrain pour la mettre en partage à la fois avec les acteurs de terrain, avec les institutions et avec les chercheurs académiques pour regarder quelle est l'utilité de cette observation de terrain. Donc voilà, très simplement, le rôle du Rameau, c'est réellement de voir quelle est notre capacité à faire alliance au service du bien commun à travers une expérimentation de terrain. Par rapport à cela, le chemin empirique de recherche que nous avons suivi sur le modèle socio-économique s'est quasiment imposé, puisque je disais, on a été créé en 2006, quasiment dès le début, puisque 18 mois après nos premiers travaux, cette question-là est apparue. Pour une raison très simple, c'est que, puisqu'il s'agissait de parler de la co-construction du bien commun, nous étions partis du prisme des structures associatives d'intérêt général, en comprenant quels étaient leurs enjeux, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'elles vivaient comme transformation, et très vite, cette question du modèle socio-économique est apparue comme un point essentiel de notre travail de recherche. Donc dès 2008, ça a été un programme dédié sur ce sujet-là, qui a suivi de très très près le premier programme qui était sur l'accompagnement stratégique des structures d'intérêt général face aux mutations, qui avait été, lui, engagé dès 2006. Et c'est presque dans cette continuité-là, et presque tout de suite, qu'en fait, par une rencontre avec Patrick Gèze, qui à l'époque dirigeait la VISE, nous a mis en contact avec Nadine Dussert, puisque dès cette époque-là, on s'est rencontrés en 2009, l'UNAGE était en train de réfléchir sur, et se faisait accompagner sur cette question de la transformation des modèles socio-économiques de votre réseau, et plus globalement, en se disant, mais il y a là quelque chose qui finalement concerne tout le monde. C'est pas seulement nos réseaux, comment l'équilibre économique se fait, c'est qu'on voit bien que nous sommes en train de vivre une transformation globalement des modèles socio-économiques, et comme vous le rappeliez, finalement c'est une question de transformation sociale, et que cet outil qui est le modèle économique, j'y reviendrai, au service du projet associatif, plus globalement,
finalement comment l'hybridation qu'on constatait déjà de ces modèles économiques viennent nourrir notre capacité collective à répondre à des actions d'intérêt général. Et donc on a commencé nos échanges à partir de 2009, et nous, quand on a commencé à modéliser, comme je le disais, après des expériences de terrain en 2014, nous avons souhaité, sur la base de ces travaux de modélisation, avoir un dialogue plus structuré avec deux grands domaines d'action. Sans ordre de hiérarchie, mais l'un d'eux a été la question de l'environnement, puisque on voyait bien que cette question de la transformation des modèles socio-économiques dans le domaine de l'environnement impactait l'ensemble des acteurs, publics, privés non lucratifs, privés lucratifs. Et le deuxième, parce qu'il nous semblait essentiel, dans le cadre justement de cette prise en considération de ce qu'est le modèle socio-économique, c'est l'éducation populaire. Et comme nous étions en lien avec l'UNAGE, nous avons donc choisi d'avoir un travail ensemble durant 18 mois sur cette question. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long sur le récit et sur l'histoire, mais vous comprenez bien que dès qu'on est sur des questions finalement de modèle socio-économique et de la complexité du modèle socio-économique, il est important de retracer cette histoire et de comprendre comment les choses ont pu évoluer. Alors, qu'est-ce qu'a permis ce chemin collectif? Il a permis réellement de pouvoir aller de la compréhension des enjeux bien évidemment du secteur associatif d'intérêt général, mais au-delà, compréhension des enjeux de l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire comment est-ce que l'hybridation des modèles socio-économiques impacte bien sûr en premier lieu les associations d'intérêt général parce qu'elles sont finalement à la manœuvre, j'y reviendrai, parce qu'elles sont en avance de phase systématiquement par rapport à l'écosystème, mais aussi comment est-ce qu'elle vient percuter les acteurs publics, voire les acteurs économiques classiques. Et cette question-là a été importante en prenant d'abord en compte de repartir sur finalement, mais quel est le panorama de ces secteurs associatifs d'intérêt général, des 1 300 000 associations, et quels en sont les principaux défis que je résumerai, j'en reparlerai tout à l'heure, mais que je résumerai assez simplement, face à un accroissement des besoins tels qu'on en a rarement connu dans notre histoire, et finalement, que ce soit dans des questions économiques, sociales, environnementales, sociétales, on constate par ailleurs une raréfaction des ressources, et pas seulement des ressources financières, mais aussi des ressources humaines, qui se transforment de façon extrêmement structurelle, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de bénévoles en France, mais plus du tout dans les mêmes conditions. Donc quelque part, je reviendrai là-dessus, mais comme le bénévolat est le cœur du modèle socio-économique associatif, la question de la raréfaction des ressources, qu'elles soient humaines ou financières, était une question très importante. Donc de la compréhension fine de ces enjeux, jusqu'à la co-construction avec les associations. On a travaillé avec plus de 200 associations réellement sur le terrain pour faire ça, de solutions qui, bien évidemment, aujourd'hui, sont totalement accessibles en open source, que ce soit à travers le centre de ressources numériques du Rameau qui capitalise les travaux de recherche, ou que ce soit après dans des déclinations beaucoup plus pratico-pratiques que l'on a fait, par exemple avec le CRDLA environnement, à travers la plateforme Trajectoire socio-éco économique, qui est un outil pour aider à s'approprier ces questions de modèle socio-économique. Donc vraiment l'enjeu, c'est de prendre le temps, et c'est pour ça que ça a pris 10 ans, donc 10 ans ça peut paraître long, mais sur un sujet aussi complexe, c'est pas long du tout, à la fois pour éclairer et outiller, en faisant un continuum des enjeux vraiment d'un bien commun auquel nous sommes confrontés, jusqu'à concrètement comment est-ce qu'on peut outiller les associations de territoire qui sont à la manœuvre. Parce que si on n'est pas capable de faire le continuum entre les deux, eh bien, quelque part, on va avoir d'un côté de grands discours théoriques extrêmement intéressants, mais quelque part déconnectés de la réalité du terrain. Et à l'inverse, si on n'arrive pas à partir de la réalité du terrain pour quelque part démontrer ce qui est en train de bouger sur le terrain, ça veut dire qu'on est dans des discours qui sont d'ancien temps. Puisque aujourd'hui, les modèles sont en cours d'invention. Et ça, l'étude du FONGEP sur les modèles socio-économiques montre bien que les associations sont à la manœuvre. Elles sont en train d'inventer les modèles socio-économiques de demain. Donc il faut écouter le territoire sur ce sujet. Donc 10 ans, ça peut paraître beaucoup, mais finalement c'est assez court. Je viens de parler depuis
pas longtemps j'espère, en tout cas pas trop longtemps, si un peu longtemps, de modèle socio-économique, mais finalement, de quoi on parle? D'abord, finalement, le modèle socio-économique, c'est qu'un outil. C'est un outil au service d'un projet associatif. Donc c'est pas le cœur, c'est le moyen. Nous sommes bien d'accord. Et finalement, ce qu'il est important de rappeler, en revanche, c'est que c'est un moyen, mais c'est un moyen important. L'économie, c'est quoi? C'est l'équilibre de la maison. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir, dans la durée, faire vivre le projet associatif tel qu'on le souhaite, et non pas tel qu'il nous est imposé par des moyens techniques. Et ça, c'est important. Si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les ressources pour faire, il y a un moment donné où ça ne sera plus son projet. Ça sera les moyens qui vont dicter le projet. Donc, ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un levier, mais c'est un levier important, puisque c'est celui qui va permettre, dans la durée, de pouvoir faire perdurer le projet associatif auquel on croit. Deuxième point essentiel, c'est bien un modèle socio-économique dont on parle dans le cadre des structures d'intérêt général, dans lesquelles des associations, parce que il y a bien sûr le levier financier auquel on pense tous, mais il y a un levier plus important encore en amont et un levier en aval. Celui en amont, c'est bien évidemment celui des richesses humaines mobilisées, puisque, j'y reviendrai, mais le secteur associatif d'intérêt général est l'un des rares à avoir la faculté à avoir une diversité possible des richesses humaines, bénévolat, salariat, jeunes en service civique, mécénat de compétences, et bien d'autres. Et quelque part, cette diversité-là est une des spécificités, et je rappellerai dans un instant le poids, y compris économique, que pose cette faculté-là. Le troisième levier, donc en aval celui-là, c'est la capacité d'alliance. C'est-à-dire finalement quel est l'effet de levier que l'association va avoir pour réaliser sa mission avec d'autres, que ce soit avec des pairs, que ce soit avec les acteurs publics, ou que ce soit avec des acteurs privés, ou que ce soit avec des acteurs académiques. Donc on voit bien que pour prendre en considération le modèle socio-économique associatif, ce n'est qu'un outil au service d'un projet associatif, et il faut bien le prendre dans ces trois dimensions de richesse humaine, de levier financier et de capacité d'alliance. Pour pouvoir rappeler ce qu'est ce modèle socio-économique, il faut se donner aussi quelques éléments de repère et se rappeler finalement le secteur associatif d'intérêt général, finalement, c'est 12,7 millions de bénévoles, c'est 1,8 million de salariés, c'est 104 milliards d'euros de budget, donc c'est un secteur économique qui pèse aujourd'hui autant que l'agriculture et le secteur agroalimentaire réunis. Et dans un modèle de financement, 49% de fonds publics et 36% de revenus d'activité, 11% de cotisations et 4% de fonds privés. Ce qui est important de voir, c'est qu'on parle souvent du désengagement des acteurs publics. C'est pas tant un désengagement des acteurs publics qu'une transformation des acteurs publics. Pourquoi? Parce qu'en 2005, les secteurs publics pesaient pour 53% des financements associatifs, mais sur 70 milliards. Et à ma connaissance, 49% de 104 milliards, c'est toujours plus en valeur absolue que 53% de 70 milliards. Mais ce qui a changé, c'est pas que l'État et les collectivités territoriales ne financent plus le secteur associatif, c'est la façon de le financer qui a changé, puisqu'on est passé de cette époque-là de 70% de subventionnement et 30% de marché public à un peu plus de 50% de marché public aujourd'hui. Donc l'élément est extrêmement important, d'autant plus que si on prend la diversité des modèles socio-économiques, je reviendrai sur les 7 modèles que nos travaux de recherche ont amené à qualifier, la plus grande différence, et s'il ne devait retenir qu'une seule chose de nos travaux et de nos échanges ce matin, et vous pouvez oublier tout le reste, en tout cas de ma partie, parce qu'il y a beaucoup de choses de Jean-Louis Blainville, je me réjouis d'intervenir une fois encore avec lui, parce qu'il y a vraiment une prise de recul après, indispensable à avoir après, avec la dimension académique, mais d'un point de vue pratico-pratique, s'il y a une seule chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas confondre,
dans les modèles socio-économiques la logique des structures d'intérêt général avec les opérateurs économiques d'utilité sociale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de statut ou de pratique ou de modèle de gouvernance. C'est une question de modèle socio-économique. Ne peuvent capter le bénévolat 12,7 millions de bénévoles, ne peuvent avoir accès au financement d'intérêt général dans l'article 204 et 204 bis du Code général des impôts que les structures d'intérêt général, c'est-à-dire celles qui, par essence, ne reposent pas sur un revenu d'activité. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on parle souvent de la question fiscale. Moi, je parle de la question sociale. Les 12,7 millions de bénévoles qui représentent l'équivalent de 39,5 milliards d'euros d'engagement, c'est-à-dire un tiers du modèle socio-économique associatif d'intérêt général, ne peuvent en aucun cas, être dans une condition d'un acteur économique d'utilité sociale. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'ACOS qui le dit, c'est l'URSSAF qui le dit. C'est attention, n'utilisons pas le bénévolat dans des activités qui relèvent d'un revenu d'activité. C'est par la loi interdit. Et le niveau de risque au niveau des URSSAF est en train de monter parce qu'on est en train d'utiliser des bénévoles dans des modèles qui n'ont pas le droit, par la loi, d'utiliser le bénévolat. Seules les structures d'intérêt général ont le droit. Et l'hybridation des modèles socio-économiques ne retire pas cette différence. Si je relève d'un modèle économique de revenu d'activité, quelle que soit la pertinence et l'utilité sociale de mon action, je ne suis plus une structure d'intérêt général, et donc je n'ai plus le droit d'avoir ni recours au bénévolat, ni recours aux ressources qui relèvent de l'intérêt général. Et donc, il y a une confusion absolument essentielle aujourd'hui entre l'intérêt général et l'utilité sociale, qui, en fait, se traduit de façon extrêmement concrète en termes de modèle économique. Et quand j'entends dire parfois qu'il faut que les associations apprennent à avoir un modèle économique de revenu d'activité, pourquoi pas? Mais c'est un choix politique majeur, parce que dans ce cas-là, elles ne sont plus associations d'intérêt général, mais acteurs, opérateurs économiques d'utilité sociale. Ce qu'elles ont le droit de choisir par leur modèle économique, et par leur modèle politique, pardon. Mais c'est un choix, et ça n'est pas du tout ni une obligation, ni un avantage pour notre pays, puisque si nous nous privions des 12,7 millions de bénévoles, je vous laisse imaginer ce que deviendrait notre capacité à faire société. Donc, c'est par le modèle socio-économique, pour nous, que l'on peut expliquer de façon extrêmement pédagogique, et là c'est à une association d'éducation populaire que je m'adresse, qu'attention, quelle que soit la pertinence et l'utilité des solutions traitées, l'intérêt général n'est pas l'utilité sociale. Et que chaque organisation, chaque structure peut choisir son modèle socio-économique, mais c'est un choix politique. Et, encore une fois, tout ce que je vais dire après est second par rapport à cela. Parce que nous avons une totale confusion sur ce sujet aujourd'hui. Totale confusion. On confond tout. Et ça, c'est vraiment important. Et je vais vous citer par un exemple économique. La Poste assure des missions d'intérêt général. Mais quand elle les assure, ça s'appelle le contrat de péréquation avec l'État, elle est déficitaire sur ce sujet-là, et c'est bien l'État qui prend en charge cet élément-là, parce que, et ça ne peut pas être un élément solvable. Objectivement, la présence postale, les 17 000 points de contact, ne pourraient pas être dans un acteur économique global. D'ailleurs, la Cour des comptes dit, si vous étiez un acteur économique pertinent, vous n'auriez que 5 000 points de contact. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime 12 000 points de contact de la Poste,
où on considère qu'effectivement c'est la raison pour laquelle elle bénéficie du contrat de péréquation, qui fait en sorte que grâce à cela, avec un peu plus de 200 millions, finalement, l'État prend en considération que cette activité-là ne peut pas être une activité basée sur un revenu d'activité et qu'il faut faire autrement. Et donc, j'insiste sur ce sujet-là. Au-delà de la diversité des modèles socio-économiques, le choix politique d'une organisation est d'être soit une structure d'intérêt général, soit un opérateur économique à finalité sociale ou sociétale, mais ça n'est pas le même modèle. Une fois qu'on a dit ça, on peut avancer sur ce que je disais sur les enjeux du secteur associatif d'intérêt général. Et je ne m'adresserai qu'aux structures d'intérêt général. C'est tout à fait passionnant, les acteurs d'utilité sociale, et d'ailleurs nos travaux ils travaillent un peu, mais nous nous sommes concentrés vraiment sur les structures d'intérêt général dans nos propos. Donc tout ce qui va suivre après ne traite que des structures d'intérêt général. J'irai très vite sur le fait que les enjeux sont assez clairs, je l'ai dit tout à l'heure, effet ciseaux, comment faire plus avec moins. Et ce n'est pas un sujet qui ne concerne que les associations. C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet d'écosystème. Nous n'avons plus aujourd'hui les moyens, ni au niveau public, ni au niveau privé, ni à aucun moyen, de pouvoir répondre aux enjeux de société auxquels nous sommes confrontés sans faire différemment. Il y a eu un colloque au CESE le 12 janvier dernier sur la transformation de l'intérêt général en France, qui a réuni plus de 300 personnalités issues des différents mondes, et il est bien évident que cet élément-là a dit nous sommes tous concernés. Donc ce n'est pas seulement les structures d'intérêt général, elles sont à la manœuvre, elles sont sur le terrain, mais c'est tout l'écosystème qui est concerné par ce sujet-là. Et du coup, les défis plus particulièrement qui touchent les structures d'intérêt général, c'est à la fois comment est-ce qu'on prend en compte l'augmentation totalement significative des sujets, et donc comment est-ce qu'on invente de nouvelles solutions. Nous avons sorti juste en décembre dernier un guide, un livre blanc sur l'innovation associative, en donnant la parole aux associations pour dire comment est-ce qu'elles voient l'innovation. Pas comment les autres voient les associations innovantes, comment est-ce qu'elles voient, elles, l'innovation. D'ailleurs, je dirais juste un élément, mais extrêmement important, les associations n'opposent pas de terrain le numérique avec l'accompagnement. Elles disent qu'au contraire, c'est les deux ensemble. Donc il faut qu'on arrête de dire que l'innovation, elle est soit d'un côté sociétal, soit d'un côté technologique, mais que ce n'est pas la même innovation. Bien sûr que si, les associations de terrain le disent. Écoutons l'air et faisons leur confiance. Deuxième point, bien évidemment, la structuration de la façon dont les associations aujourd'hui agissent et la questionnement. Et le troisième grand défi, c'est justement cette question de la transformation de leur modèle socio-économique. Je vais très vite après, puisque finalement l'essentiel est dit. Puisque ce sont des structures d'intérêt général, encore faut-il qualifier ce que sont les missions d'intérêt général des structures associatives. Trois grandes missions d'intérêt général. La première d'entre elles est la plus importante, c'est d'être le lieu de l'engagement et de la mobilisation citoyenne. 12,7 millions de personnes engagées au sein de l'association. On voit bien que sur les 16 millions de personnes qui sont bénévoles, 12,7 le sont au sein de l'association. Donc c'est le cœur de l'engagement. C'est le cœur d'un projet collectif. La loi 1901, c'est ça. C'est on va faire projet collectif. Le deuxième, et je l'ai dit, c'est cette capacité formidable d'innovation. Pourquoi? Parce qu'en proximité avec les hommes et les territoires, et notamment les plus fragiles d'entre nous, eh bien, elles sont capables d'inventer les solutions avant de les modéliser. Et le troisième point, effectivement, capacité d'action complémentaire, mais ce n'est que la troisième mission d'intérêt général, c'est là où finalement ni la puissance publique, ni les acteurs autres privés ne peuvent intervenir, elle peut venir en complément agir. Mais attention, on n'en a fait que cet outil d'opération de terrain, mais c'est la troisième mission d'intérêt général. Les deux premières sont beaucoup plus essentielles. Et finalement, cette troisième n'a commencé à supplanter les deux autres qu'à partir du moment où la décentralisation a fait en sorte que les associations étaient à la manœuvre sur les terrains parce que les acteurs publics avaient bien les moyens mais n'avaient pas les leviers, les bras d'action pour agir, et on a transformé à ce moment-là, depuis les années 80, le secteur associatif d'intérêt général comme lieu d'engagement et d'innovation vers opérateur de politique publique. Et certes, c'est une mission importante, mais attention à ne pas confondre, parce que sinon, on prend les structures d'intérêt général pour des opérateurs économiques
d'utilité sociale. Et on se trompe, et on arrive dans les conclusions qu'on a aujourd'hui sur cette logique-là. Ça n'est pas la même chose. Dans cet élément-là, ce qui a été intéressant, c'est de comprendre quels étaient les modèles socio-économiques sur lesquels reposaient les structures d'intérêt général. Et en fait, on est arrivé à trois types, finalement, de logique. Celle qui est capable, par la contribution de ses membres, d'être totalement autonome. Celle qui, par le revenu d'activité, va finalement structurer son action. Ou celle qui, par le financement et par la solvabilisation par un tiers, que ce soit un tiers public ou un tiers privé, va finalement solvabiliser ce que directement le revenu d'activité ne va pas faire. Je ne rentrerai pas dans les 7 modèles, mais on arrive à 7 modèles très spécifiques et très différents qui finalement sont souvent très mixés au sein de l'association, mais dont l'important est de savoir déterminer quelle est la dominante, parce que c'est elle qui va déterminer si finalement quel est l'élément moteur. Et est-ce qu'on est une structure d'intérêt général ou est-ce qu'on est un acteur économique d'utilité sociale? Derrière cela, bien évidemment, l'un des éléments essentiels est de pouvoir travailler sur quels sont les leviers de financement qui peuvent finalement venir nourrir ce sujet. Mais en fonction du modèle, eh bien, les leviers ne sont pas tous les mêmes. Si je suis effectivement fondamentalement basé sur un financement privé, je prendrai un exemple, l'AFM Téléthon, eh bien, quelque part, l'AFM Téléthon ne peut pas utiliser tous les leviers de la même façon que si j'étais un opérateur d'utilité sociale. Donc, il est bien évident que quand on dit utiliser tous les leviers, ah oui, d'accord, mais en cohérence avec son modèle. Sinon, c'est là où on commence à avoir, finalement, une hybridation qui n'est pas une hybridation choisie mais imposée, et qui crée des confusions plus qu'elle n'aide l'association à, finalement, trouver des solutions. Ce qui est vraiment important, c'est que selon la mission d'intérêt général, le modèle va finalement pratiquement s'imposer de lui-même. Et la corrélation entre les trois missions, engagement, capacité d'innovation et capacité d'action, finalement, vont être très largement corrélées avec le choix du modèle socio-économique. Si je ne suis principalement, et que ça, dans la logique d'engagement, je vais choisir soit une autonomie des membres, beaucoup d'associations l'ont choisi en n'étant que dans cette logique-là, soit dans un financement par tiers public ou privé. Si je suis dans la R&D sociétale, clairement, ça va être cette question de financement par un tiers. Je ne connais pas d'innovation, qu'elle soit publique ou privée, qui soit rentable. Ou alors il faut me la démontrer, je n'ai pas trouvé encore aucun acteur, mais encore une fois, nous sommes des chercheurs de terrain, donc on peut se tromper, ou ne pas avoir vu des choses, mais en tout cas, je n'ai pas vu ni dans les acteurs publics, ni dans les acteurs privés, quelqu'un qui ait réussi à faire de la R&D rentable. D'accord? Donc, sur cette phase d'expérimentation, de R&D empirique, de ce que nous appelons R&D sociétale, recherche et développement sociétal, qui est justement un élément essentiel parce qu'elle est entre la recherche et développement fondamentale faite par les chercheurs et par l'action de terrain faite par les acteurs publics, privés, etc., cette R&D fondamentale a pris un poids considérable dans un moment où on vit une mutation de société comme celle que nous sommes faits. Et il ne faut pas séparer avec la capacité d'action. Si nous sommes dans une capacité d'action principalement faite par des bénévoles, alors oui, on reste dans une salarialisation par un tiers, mais si c'est principalement fait par un salarié, là, il est fort à craindre, ou en tous les cas, à choisir un modèle qui va revenir plus particulièrement sur un revenu d'activité. Et là encore, le choix est, finalement, quel choix fait-on par rapport à qui on est? Un exemple très concret, quand Unicité, en 2010, a été reconnue pour son capacité d'innovation et la loi a donné par le service civique cette dynamique-là, à l'époque, le président de la République de l'époque a annoncé 75 000 jeunes, Unicité en faisait 1700. Bien évidemment, Unicité avait un choix. Soit il devenait un opérateur en disant comment je prends le maximum des 75 000 jeunes qu'il va falloir faire, soit je reste une structure d'intérêt général en aidant l'ensemble des acteurs à pouvoir se saisir de ce sujet. C'est un choix politique.
Et l'unicité l'a fait en disant, on fera unicité cœur, c'est-à-dire une partie on va continuer à le faire, et on va grandir pour aider à continuer à expérimenter ce modèle. Unicité inside, c'est nous allons aider les grands réseaux associatifs qui n'ont pas forcément cette expérience que nous avons du service civique à pouvoir s'en saisir le plus rapidement possible, d'où des grands partenariats sur ce sujet-là, mais aussi des acteurs publics, puisque le premier grand programme d'État sur l'écologie a pu être fait grâce à ce transfert de savoir-faire de l'association. Et le troisième levier, et là on retrouve la dimension politique, unicité vigie, c'est-à-dire nous allons veiller à ce que notre innovation ne soit pas dévoyée. Et vous avez pu voir tout au long de ces 7 dernières années que quand il y avait des volontés des uns et des autres d'utiliser autrement le service civique que ce pourquoi Unicité l'avait inventé, Unicité a été à la manœuvre pour dire stop là, c'est pas tout à fait ça le service civique, en tous les cas celui que nous avions inventé. Après vous avez le droit de l'utiliser autrement. Mais quand nous on l'a inventé, on a mis 15 ans pour l'inventer, il faut quand même rappeler ça. Parce que la capacité du secteur associatif, c'est de prendre le temps pour inventer. L'innovation sociétale, cette R&D sociétale, elle ne se fait pas en 3 mois. Et c'est là où il faut bien rappeler la valeur ajoutée des structures d'intérêt général, c'est la valeur du temps, de savoir le prendre, ce temps. Et du coup, la tendance actuelle, extrêmement passionnante, c'est de voir que cette hybridation du modèle socio-économique, dans ces 3 leviers, hybridation des richesses humaines. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on articule les différentes formes d'engagement? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que quand j'ai commencé à faire de la recherche sur ce sujet-là, il y a 12 ans, on me disait, à l'époque, eh bien, il y a les gens qui sont engagés, les bénévoles, et puis il y a ceux qui travaillent, les salariés. Non mais attendez, parce que les salariés dans le secteur associatif d'intérêt général ne sont pas des gens engagés. Heureusement, ce temps-là est révolu. Et on sait très bien que l'on soit bénévole, que l'on soit jeune en service civique, que l'on soit détaché en mécénat compétences, que l'on soit salarié, ce sont des formes d'engagement complémentaires et au service de projets d'intérêt général. Et ça, c'est génial. Mais c'est tous engagés. C'est pas, il y a des engagés classe supérieure et classe inférieure. Donc cette hybridation des modèles économiques permet de remettre le projet au centre et la capacité, quel que soit son mode d'engagement, de pouvoir y contribuer. J'ai parlé très longuement des différents leviers de financement qui s'hybrident aujourd'hui. Et je voudrais juste insister sur les nouvelles alliances. Les nouvelles alliances, elles sont entre pairs. La capacité du secteur associatif d'intérêt général à travailler ensemble est encore à prouver. Les grandes alliances, comme celle que la Fondation nationale, n'importe quoi, la Fondation pour la nature et pour l'homme a faite avec l'UNCPUE, c'est une vraie alliance. Il ne s'agit pas de fusion. Il ne s'agit pas de dire on est pareil, on s'aime et on se marie. Il s'agit de dire on est très différents. Mais on peut renforcer l'impact sur l'intérêt général en s'alliant ensemble, mais en restant qui on est. C'est ça l'alliance. Il ne faut pas confondre l'alliance et la fusion. C'est pour ça que les associations d'intérêt général, depuis une douzaine d'années, ont été aussi à la manœuvre pour aller avec les entreprises. Il ne s'agit pas de dire que les associations d'intérêt général vont devenir des entreprises, ou vous cautionnez les entreprises, et à l'inverse, on ne demande pas aux entreprises de devenir des associations d'intérêt général. On dit comment est-ce qu'on agit ensemble au service de l'intérêt général. Et puis bien évidemment, et peut-être encore plus à ce niveau-là, alliance au niveau des acteurs publics. Comment est-ce qu'aujourd'hui on co-construit des politiques publiques? Et ce mot de co-construction, moi je suis très heureux qu'aujourd'hui il fasse fleuresse, puisque quand en 2006 on a lancé un laboratoire de recherche sur la co-construction du bien commun, il fallait passer 3 heures pour expliquer ce que c'était que co-construction et 3 heures pour expliquer ce que c'était que bien commun. Donc je n'avais pas commencé encore à parler du fond, que j'étais dans la sémantique. Aujourd'hui, cette logique de co-construction, on en parle beaucoup. Mais culturellement et structurellement, on ne sait pas faire. Donc c'est quelque chose qui commence aujourd'hui. Attention, c'est quelque chose qui commence. Et là encore, on se réjouit que le FONGEP, qui est l'une des rares structures en vraie cogestion, puisse devenir en co-construction. Parce que c'est pas la même chose, la cogestion et la co-construction. Donc on espère que la capacité à construire ensemble des politiques publiques, au FONGEP, mais aussi
à l'image, mais aussi avec l'ensemble des acteurs, va devenir la norme, là où aujourd'hui elle reste l'exception. Et j'en finirai par l'UNAGE, parce que, effectivement, l'UNAGE est au cœur de tout cela. Au cœur de tout ça, pourquoi? Parce qu'on a pu voir, comme je le disais, en 2014-2015, à travers notre recherche-action, qui a à la fois consisté à analyser, aller en détail du modèle socio-économique de l'UNAGE et de pouvoir aller en détail de la capacité de l'UNAGE à pouvoir innover, eh bien, quelque part, a été donné 3 enseignements. Et 3 enseignements qui peuvent être partagés, je pense, avec beaucoup de structures d'intérêt général, beaucoup de réseaux. La première, c'est, bien sûr, il y a un côté très opérationnel. Comment est-ce qu'on réévalue l'ensemble des leviers financiers, humains et d'alliance sur ce sujet-là? D'accord. Mais ça, c'est de l'opérationnel. Il y en a un qui est extrêmement politique, mais pour nous structurant. C'est quelle est la solidarité entre les membres? Quelle est la solidarité entre les membres? C'est bien de faire association, mais il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Quelle est réellement la capacité à faire solidarité entre les membres? Et le troisième, qui est lui stratégique, c'est comment, à un moment donné de notre histoire collective en France, on n'a jamais eu autant besoin d'inventer de nouveaux modèles. Comment est-ce que l'UNAGE est à la manœuvre pour regarder réellement tout ce qui a été inventé jusque-là et pouvoir réinventer des modèles de demain? Mais ça veut dire sortir d'une certaine zone de confort. Pas seulement faire ce qu'on fait aujourd'hui. Inventer les modèles qui seront les modèles de dans 10 ans ou dans 20 ans. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, aller sur les territoires, puisque qui dit innovation dit territoire et dit capacité à inventer à partir de la réalité de terrain et non pas à partir d'une conception théorique des choses. Merci pour votre attention. Merci.